Salut à tous, suite du défi Mathieu Van Der Poel avec l'équipe donc Corandon Circus. Oh, j'ai envie de dire quasiment avec Mathieu Van Der Poel, c'est tout quoi. Hein. Et puis quelques équipiers du feu de Dieu, hein, 72 d'overall pour deux d'entre eux. Ce sont les meilleurs. Voilà, donc l'objectif c'est de faire monter en une année de Continental Pro à World Tour l'équipe Corandon Circus, enfin en tout cas l'équipe, l'entité équipe. Après, si ça change de sponsor, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas mon objectif. Hein. J'ai envie d'essayer de me tenir aux environ 400 000 euros que je vise au moment de la reconduction du contrat avec le sponsor Corandon Circus. Et c'est pour ça que tout l'objectif, en fait, là-dedans, c'est d'essayer de rendre ce sponsor super, super heureux pour essayer de se voir proposer le montant maximal. Alors voilà, je vous avais précisé tout un truc dans l'épisode précédent, notamment que j'avais été, parce qu'on avait des soucis financiers à la base, enfin soucis, je m'explique, je voulais le meilleur pour le chouchou, pour le champion, pour Mathieu Van Der Poel, le meilleur coach, en tout cas un très bon coach de renommée pas mythique, mais en tout cas international. Je voulais également un, un médecin personnel, j'ai recruté comme ça, j'ai viré le scout. On n'a pas besoin de scouter, très honnêtement, on n'a pas besoin de scouter là sur ce coup-là. Bon, il y a comme ça donc des choses qu'on s'est permises. Les équipiers, qu'est-ce que je pourrais mentionner? Je pourrais dire que finalement, il y en a quand même trois ou quatre qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, ce serait Vermeersch, Hansen, et Janssens, les deux spécialistes de contre-la-montre. Mason est un puncher pas trop pourri. J'ai une petite tendresse pour David Van Der Poel, le frère. Et enfin, quand même, un respect infini pour Stein de Folder. On est quand même en train de parler d'un ancien vainqueur du Tour des Flandres. Et bon, bah, c'est vrai que Stein de Folder, il a un rôle. On l'avait vu, et c'était marrant, il servait un petit peu de protecteur à Mathieu Van Der Poel, un peu dans le style mentor, quasiment entraîneur adjoint sur le vélo, quoi, hein, pour conseiller. On sait à quel point dans le cyclisme et surtout en matière de flandrienne, là, puisqu'on est sur des pavés, on avait, euh, on avait laissé la saison à ce stade-là, hein, on est au Tour des Flandres, eh bien, on sait à quel point c'est important, d'avoir l'expérience en fait. Souvent, en tout cas, c'est pas fréquent que les coureurs réussissent très très bien, très très jeunes. Voilà. Donc, on a fait nos différents passages dans l'enchaînement, eh bien, Vieux Quarmont, Paterberg. Là, on est à l'issue du deuxième et vous voyez, je me suis fait piéger. Je me suis fait très 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 bêtement piéger par l'inertie lorsqu'on est dans les murs pavés. Là, en l'occurrence, en sortie de Paterberg, il y avait une attaque des quatre hommes qu'on arrive à reprendre là, hein, donc Philippe Gilbert, Wout van Aert et les inénarrables Greg Van Avermaet et Peter Sagan. Donc on est sur les valeurs ultra sûres du Tour des Flandres. On s'est fait piéger et ça m'a pas beaucoup plu parce que on n'avait déjà pas eu une chance maximale avec les équipiers. Et en plus de ça, je me fais mais super bêtement piéger, il y a un trou à boucher. Et c'est vrai que ce genre de petits détails, c'est le truc qui fait que quoi? Ben voilà, qui fait qu'au troisième passage au vieux Quarmont, ben vous avez plus la possibilité de suivre l'attaque de Wout van Aert ou même de Philippe Gilbert. Et là, il va se passer quelque chose qui n'est c'est pas parmi les meilleurs moments de l'année, hein, faut être franc. Euh, vous allez voir, j'anticipe pas trop. Donc là, on est en poursuite en fait, hein, avec un petit groupe là de spécialistes. Il y a Oliver Nassen, il y a du monde, hein, Matteo Trentin, il y a Nils Politt. On est avec des gens qui sont pas la moitié de très bons coureurs, hein. Et devant, Wout van Aert et Philippe Gilbert, ça trace. Derrière, Sagan a quand même voulu réagir. Je l'avais calé dans la roue, hein, Van Der Poel, et évidemment, vous en doutez bien. Derrière, je lui prends un relais. Allez, je dis, allez, mon grand,
Sagan, on va rouler, vas-y, vas-y. Puis je sais pas ce qui lui a pris. Il a pas voulu. Du coup, je me barre. J'en ai marre. J'en ai marre de cette apathie. Quand je vous disais, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a eu une apathie de ouf qui fait que finalement, l'IA, qui gère donc 7 ou 8 poursuivants, hein, donc, a laissé, mais imperturbablement, partir Gilbert et Wout van Aert. Et moi, je me suis je me suis enterré tout seul en réagissant pas tout de suite. Et en même temps, au moment où il fallait réagir, j'avais pas de barre, il a fallu récupérer. Bon, voilà, c'est un drame absolu et du coup, on va quand même être récompensé par un certain tempérament offensif, par cette troisième place. Bon, ça tombe pas trop mal parce que le sponsor il voulait top 5 là-dessus. On fait 3, donc on est en légère amélioration, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, il va falloir continuer à performer parce que j'ai envie d'aller assez rapidement dans la simulation après Liège. C'est donc, vous voyez là, il y a le ciel de Tours, ciel de Price, pardon, il y a Liège, mais entre temps, je vais aussi jouer Roubaix, Brabantse Pijl, ainsi que l'Amstel et la Flèche Wallonne, histoire d'essayer de glaner des places. Je sais pas, un petit top 5 par-ci, un top 10, histoire d'apporter de la satisfaction un petit peu au-delà des espérances du sponsor, pour que du coup il m'embête pas si je performe pas sur... Il y a quoi? Il y a une victoire d'étape sur le Tour de l'Ain. Alors, j'ai pas envie d'aligner Mathieu Van Der Poel sur le Tour de l'Ain, je suis désolé. Je ne l'alignerai pas, et donc à partir de là, on est... c'est pas bon. Et puis surtout, en fait, si on était un petit peu dans un tempo normal, je le jouerais, je le ferais le truc. Pas avec Van Der Poel, hein, j'enverrais mon. Il y a Roy Jans là, un sprinter, il y a le frère aussi de Van Der Poel qui est un sprinter bah, de Continental Pro, hein, modeste, hein, à 70, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça peut éventuellement gagner avec une forme du jour, donc c'est pas que je baisse les bras en fait, ni même que j'aime pas jouer avec des mauvais coureurs, c'est pas du tout le cas. Franchement, ça m'amuse autant de gagner qu'un type qui est à 73 qu'avec un type qui est à 82. Hein. Mais non, c'est pas ça trop, c'est plutôt l'histoire du temps. Demain, il y a PCM, peut-être même, suivant comment j'arrive à me goupiller, quand vous entendrez cette vidéo, ben, la sortie de PCM, ce sera le soir même. J'ai entendu parler du 28 à 0 heure, donc hein, en quelque sorte. Euh, ok, je vous remercie d'ailleurs, c'est très gentil, tous ceux qui m'ont répondu quand j'ai posé comme ça une question la fois d'avant. Je vous remercie infiniment. Vos commentaires ils sont super cool et ça me fait kiffer d'avoir comme ça ce retour, cette attention. Vous avez vu, il y a une curiosité intéressante. C'est Stein de Folder. En fait, le sponsor, il met 6 étoiles, ou 5 ou 6 étoiles, lorsqu'il est aligné en Belgique. Mais il y avait Van Der Poel hein, sur cette course. Mais le sponsor, lui, il est content de voir deux folders. Bon, certes, ex-vainqueur de Nanania, mais quand même, bon, on a un type qui est un champion en herbe, mais invraisemblable, qui fait un buzz total, appelez-le comme vous voulez. Et le mec qui est content d'avoir deux folders alignés sur une épreuve en Belgique, ça fait un petit peu sourire. Voilà, on est sur Paris-Roubaix. Alors, on peut pas dire que on est sous-performé. J'ai un peu regardé là le bilan des résultats de Mathieu Van Der Poel jusque-là. Je me suis aperçu que finalement, à part cette neuvième place là, je sais plus où c'était. Il y a une neuvième place, je sais pas, c'est pas sur les 3 jours de Bruges-la-Panne ou un truc du style. Donc en tout cas, bah, c'est le pire résultat qu'on ait eu au final. Il y a eu notamment des places sur à peu près toutes les épreuves d'un jour, hein, les classiques World Tour. Il y a eu, à part Bruges-la-Panne, hein, 9, c'est donc le pire résultat. On a eu quand même l'honneur de faire 4 à Milan-San Remo. Peut-être qu'en creusant, il y avait moyen de faire mieux. Mais je me suis pas non plus pris la tête. Tiens, Mont Pével, attention, 5 étoiles. Donc, vous voyez que Mathieu Van Der Poel, ça fait bien longtemps qu'il est tout seul. Hein. Les équipiers,
ils n'ont pas été en mesure d'aller aussi loin que qu'on aurait pu souhaiter, mais en même temps, franchement, vous n'avez pas à réclamer un type qui a 72 de général avec un petit 70 en pavé. Vous n'avez pas à lui réclamer avec les meilleurs jusqu'au carrefour de l'arbre. Il faut pas rigoler non plus. Donc, comme prévu, hein, Mathieu Van Der Poel, il va falloir qu'il s'en sorte un peu tout seul. Mais, vous voyez d'ailleurs, je le fais ravitailler tout seul. Ah oui, voilà, on essaie de choisir le moment. C'est pas bien grave, parce que sur ce Paris-Roubaix, où il a une forme du jour à +2, je le sens pas mal, le coco. Je le sens pas mal, et je vais vous donner un indicateur. Le premier, c'est que en mettant un effort comme ça à 95, sans quasiment jamais utiliser le curseur, sauf en de rares occasions, il suffit que je le dise, évidemment, là oui, dans un secteur, on est donc enfin en PVL, donc oui, je fais du curseur. Euh, et puis après, sinon, on va essayer de sauter dans la roue, par exemple, d'un Wout van Aert que j'identifie comme un prétendant super sérieux. Hein. Bon, il fait partie de ceux, en tout cas, que j'observe de près. Allez, on rentre dans le carrefour de l'arbre. Greg Van Avermaet là, qui est dans, dans les premières positions, Zdenek Stibar, Oliver Nassen, Alexander Christophe. Et puis en fait, Wout van Aert visiblement accepte de mener la poursuite. Attention à Sepp Van Marke qui essaye d'en poser une. Je finis par me dire que peut-être que Van Marke est très fort, mais celui dont je me méfie par-dessus tout, c'est Wout van Aert. Voilà, c'est pas à cause spécialement du round qui a précédé, hein. C'est pas seulement à cause de ça, c'est parce que les caractéristiques qui sont les siennes, en fait, c'est un excellent coureur et ses notes sont magnifiques. Ce que je me dis, c'est que par contre, si on arrive à le suivre, au sprint, Van Der Poel est meilleur. Voilà. Voilà mon raisonnement. Je fais un peu un pari. Hein. C'est comme avec Stibar l'autre jour sur l'épisode où Stibar va chercher Paris-Roubaix. Je fais un pari en fait sur les gens que je veux observer plus particulièrement et ceux en lesquels je crois et j'oublie volontairement d'autres en lesquels je crois moins. Regardez par exemple là, je vais me ressaisir immédiatement. Il y a un regroupement pas loin de l'entrée du Vélodrome. Regroupement et punaise. Coup de poker gagnant. C'était bien Wout van Aert qui allait attaquer. Voilà, ça c'est vraiment un coup de poker. Hein. C'est pas genre le truc calculé, argumenté, ceci, cela. Si je devais l'argumenter, je dirais juste une chose. C'est que selon moi, Van Aert c'est le favori. Voilà. Il y a Peter Sagan un petit peu aux abonnés absents. Pour moi, voilà, Van Aert statistiquement le favori. Maintenant, Van Marke est pas mal. J'étais à deux doigts de changer de roue, et puis quand je vois Van Marke qui passe devant, je me dis, t'es bête, reste dans la roue de Van Aert. Parce que Van Marke ne compte moins ses efforts, on va dire, que Van Aert. Van Aert, lui, il a beau se dandiner, il est capable de récupérer. Hein. Et après, il vous colle un sprint. Hein. Et du coup, allez, je libère un petit peu trop tôt, entre guillemets. Trop tôt, mais finalement pas trop tôt, puisque c'est la victoire sur Paris-Roubaix pour Mathieu Van Der Poel. Waouh! Émotion. Émotion absolue. Le type s'en est sorti quasiment tout seul. Il s'en est quasiment sorti tout seul. Donc vraiment, quel boss, quoi. Quel boss, ce Van Der Poel. Je suis en train de tomber amoureux, je crois, en fait. Je suis en train de tomber amoureux. Euh... je rigole, hein. Je rigole. Mais franchement, c'est énorme, quoi. C'est énorme à jouer. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que, en fait, jouer avec Mathieu Van Der Poel, c'est peut-être encore plus amusant qu'avec Tish Benoît. Attention, hein, on compare pas à n'importe qui. En tout cas, Van Der Poel, Benoît, sont probablement les deux les plus agréables à jouer pour moi, hein, puisqu'on est à l'heure un petit peu des conclusions sur Pro Cycling Manager 2018. Benoît, personne ne pourra jamais l'égaler en fait, parce que avec en plus cette aptitude en montagne, euh, ok, mais Van Der Poel, je dirais en tant que puncher flandrien,
Alors que vous voyez qu'il prend la tête du coup du classement UCI, hein, après Paris-Roubaix. Van Der Poel, c'est, je sais pas, on dirait qu'il se fatigue jamais en fait. Ce 82 en endurance ainsi qu'un 82 en résistance semble être, puis après ils sont aussi jumelés à un 78 en plaine, hein, qui est vachement utile sur Paris-Roubaix, avec un 79 en pavé, mais comment dire, moi j'ai souvenir d'anciens PCM sur lesquels vous aviez Fabian Cancellara, vous vous souvenez certainement, hein. Fabian Cancellara, il avait 82 ou je sais pas combien en pavé, il avait aussi 82 ou 83, peut-être dans les mauvais jours 80 en plaine, et puis il avait aussi une résistance du tonnerre, il avait aussi une endurance de malade, ok, c'était injouable. Après il y avait la note de CLM et compagnie, bon bref, c'est pas de ça que je parle. Je voulais dire par là que quelqu'un qui paraissait indestructible, infatigable et jamais, presque jamais battable. Il y avait Tom Bonnen aussi, hein, sur la même période là. Hein, je fais référence aux années qu'on imagine. Hein. Euh, c'est vrai que c'était très très dur de gagner à ce moment-là. Et on avait l'impression qu'en fait ces deux types-là, si c'était pas l'un, c'était l'autre. Et puis après, sur Pro Cycling Manager, c'est un petit peu venu le temps du règne de Peter Sagan et Greg Van Avermaet sur les Flandriennes. Et là, il semblerait qu'il y ait, comme dans le cyclisme IRL, en fait, un petit changement de génération. Vous avez un Wout van Aert qui est déjà vraiment coquin, et un Mathieu Van Der Poel qui, honnêtement, si le jeu lui met les notes qu'il a là, c'est-à-dire qu'elles sont pas volées en plus, quoi. Elles sont pas volées. Je veux dire, vous regardez les notes comparées à plein d'autres coureurs, vous dites, bah ouais, sur ce qu'il a montré, ce type mérite ça. Et ça fait à l'arrivée un mix qui rend le type quasi imbattable sur pas mal de parcours. On a vu que la Flèche Brabançonne, vous savez pourquoi j'y suis allé à la Flèche Brabançonne? Uniquement pour la bonne et simple raison que Mathieu Van Der Poel il est allé gagner à la Flèche Brabançonne cette année. Donc voilà, j'avais envie, je me suis dit, entre guillemets, le contrat minimum, c'est tu gagnes Dwars de Flanderen, tu gagnes Brabantse Pijl, tu fais place autour des Flandres, en gros, place à Gand-Wevelgem, ça va, ça a été le cas, on a fait une place au sens large. Et puis, t'essayes d'aller choper l'Amstel, et comme ça, après, rideau, boum, allez. Et c'était un peu ça mon objectif. On est encore un peu dans les clous. Ça peut encore fonctionner. Ça peut encore fonctionner. Donc, après, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est que le problème, c'est que notre sponsor, il veut aller jusqu'à Liège, entre guillemets, hein, puisqu'on a un top 3 qui est exigé à Liège. Si je n'aligne pas Van Der Poel, et c'est un objectif 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il est d'une importance mais prépondérante sur l'évaluation finale. Donc, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé respecter un peu la logique des choses, c'est-à-dire qu'un type qui est sur le haut du pavé, sans jeu de mots, depuis le home loop, tout début mars, hein, bah, j'aime bien l'idée qu'il s'arrête après l'Amstel en fait. Voilà. J'aime bien cette idée-là, qu'il arrête après l'Amstel et qu'il commence à se reposer, etc. Parce que ce ne sont pas des machines. Puis après là évidemment on est dans un jeu, donc c'est facile de bidouiller un petit peu les courbes de prépa, faire en sorte que la fatigue ne monte pas trop et faire en sorte que Mathieu Van Der Poel puisse aller être en très très bonne forme jusqu'à Liège. Après le pic, d'après mes calculs, il disparaîtra. Hein. Là, il est encore sous pic. Van Der Poel, il devrait être encore, à mon avis, sous pic encore à la flèche. Mais ce sera limite. Par contre, à Liège, à 1 ou 2 jours près, il ne sera plus sous pic. Mais c'est pas, il n'y a pas de quoi chialer, hein, mais c'est parce que j'ai eu un petit décalage de 1 jour en fait. À un moment donné, voilà, il y a eu un calcul où j'ai j'ai compté 1,5 de moins en fait. Bon, bref, voilà, voilà. On est dans le final de l'Amstel et honnêtement, en l'absence de Julien Alaphilippe, l'homme que je regarde de plus près, c'est évidemment Michał Kwiatkowski. On ne méprise pas Michael Matthews, hein,
honnêtement. Hein. Dan Martin, j'ai pas peur, pour être très franc. Dan Martin m'a quasiment jamais battu. Quel que soit le coureur, bon, de grande qualité, mais quel que soit le coureur avec lequel je suis, Dan Martin, non. Et puis, par contre, Bauke Mollema, il a failli nous la faire à l'envers, et puis après, là, il y a l'OVNI. En fait, c'est quasiment un remake du sprint. Non, je rigole, quand même pas, c'est pas la même config, il n'y avait pas deux types qui se regardaient devant, mais on avait presque l'impression que Van Der Poel, là, il avait course perdue sur cet Amstel, et il vient comme ça, coiffer Mollema, il prend tout le monde de vitesse, c'est un monstre, c'est un monstre. Et donc, il va prendre cet Amstel. C'est juste hallucinant. On est quand même là sur un petit enchaînement, mine de rien, Roubaix, Brabantse Pijl, Amstel. Bon, on va, on va voir. Hein. Donc je vous ai dit, hein, absence de Julien Alaphilippe, ça n'est pas un paramètre à négliger. Hein, parce que s'il n'y a pas Alaphilippe sur les Ardennaises, ben moi je considère qu'il a nettement plus sa chance, Van Der Poel, parce que du coup il se retrouve à lutter avec des types qui sont pas de manière flagrante plus forts. Après, prenez IRL, à mon avis, Fuglsang, il met la misère dans le mur de 8, il lui met la misère à Van Der Poel. Hein. Mais, encore une fois, on est dans un jeu, le jeu se base sur des notes, et ces notes, il y a Michael Woods, là j'ai pris la route de Michael Woods, ces notes rendent peut-être certaines choses possibles, on se sort relativement indemne de la côte de Cherave, et on va aborder le mur de 8 dans les meilleures dispositions. Alors je fais attention à ce moment-là à mes barres, je laisse un petit peu d'autres faire certains efforts et je pense miser sur la roue de Michał Kwiatkowski parce que quand même ça reste, en l'absence de Julien Alaphilippe, ça reste quand même selon moi le favori. Donc attention à Michael Woods, à Dan Martin, à Valverde. On va voir comment tout ça peut se terminer. Donc on est pas mal aux 2 tiers du mur et je crois que c'est le moment d'accélérer. C'est pas trop mal parti, mais c'est pas terminé. Oh là 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 là, ça se termine à pas grand chose encore une fois. Kwiatkowski a failli reprendre notre Mathieu Van Der Poel qui est quand même incroyable. Il est incroyable là. Waouh, ça commence à piquer là, ça commence à piquer. Roubaix, Flèche Brabançonne, Amstel, Flèche Wallonne. On est dans une période de folie pour Mathieu Van Der Poel. Il est littéralement inarrêtable. D'ailleurs, du coup, il y a des petits résultats remarquables là qui arrivent. Je suis plein d'espoir sur ce qui pourra être alloué par le sponsor à ce stade-là. Je me dis, mais c'est bon, ça va vraiment le faire. Il suffit encore juste de valider tout ça. Du côté de Liège-Bastogne-Liège, par un, c'est quoi déjà, top 3. Top 3 demandé. Alors, c'est pas une bagatelle, hein, d'arriver à faire top 3, mais en même temps, on sent qu'il marche sur l'eau. À ce stade-là de la partie, il marche sur l'eau, donc, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas envisager le meilleur. En tout cas, on n'a pas de complexe à avoir, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, enchaînement classique, voilà. Côte de Stoke, hein, on avait eu déjà One juste avant. Haute levée, très bien. On va ensuite très doucettement se rapprocher du col du Rosier alors que les équipiers commencent à partir en éparpillement généralisé. C'est l'éclatement du groupe progressif. Voilà, et puis au final, il reste quand même le très courageux Hansen en compagnie de Van Der Poel, mais on est à mi-Rosier et là, bam, voilà, Hansen, il en peut plus. L'accélération de certaines équipes aura été totalement fatale. Regardez, l'éparpillement est quand même assez amusant. À tel point que, du coup, Mathieu Van Der Poel est obligé de... Bah, ça n'avait pas porté préjudice 2-3 fois auparavant, bah ouais, de ravitailler tout seul
parce que il n'y a plus personne pour aller lui chercher les bidons. Mais en même temps, on n'a pas peur de grand-chose, puis choisissons un petit peu le moment aussi, il faut avouer. Allez, maintenant, la redoute. Allez, la redoute. Et là, il y a vraiment un truc, c'est que j'ai des fourmis dans les jambes. Regardez. Hop, je fais un tout petit curseur pour voir un peu. Oh, j'aurais tellement envie de partir. J'aurais envie de partir. J'ai vraiment, ça me démange d'envoyer quelque chose, mais je sais très bien que il y a quand même des chances pour que je n'ai qu'une seule carte à jouer. Voilà, c'est le mec qui a tout seul, il y a une énorme bestiole. Il y a un ours là, il y a sa famille à sauver, il a une balle dans son fusil. Il faut pas la gâcher. Bah moi je me sens un petit peu dans cette situation là. Du coup, si je tente quelque chose de trop loin, surtout que le groupe là, il est assez imposant, hein, ça a ralenti. Vous avez vu, il y a Hansen qui est rentré, c'est un critère. Et on aborde la roche au faucon. Donc moi je considère que j'ai qu'un seul coup à donner, mais il va falloir le donner au bon moment. Surtout qu'on est en forme du jour négative, hein, donc bon, ça ne donne pas, on va dire, les jokers qu'on aurait normalement. Et quand même, dans la roche au faucon, je me dis, si c'est pas toi qui attaque, quelqu'un d'autre va le faire, et peut-être ce sera préjudiciable. Donc autant y aller, mais attention, hein, on est en curseur, en relais. Je cherche pas à tout balancer en fait sur cette première partie de la roche au faucon. Voilà. Deuxième partie, en général sur laquelle l'IA a tendance, encore une fois, à faire preuve de nervosité. Ça devrait partir. Et là, mais si vous saviez, je me suis quasiment attaché la main pour ne surtout pas prendre une deuxième initiative qui pourrait ensuite se retourner contre Van Der Poel. Je la joue pas au panache. Voilà. Je la joue pas au panache parce qu'en fait, j'ai trop eu l'expérience sur ce jeu. J'ai trop eu l'expérience en mode de difficulté extrême, hein, je le rappelle, qu'au final, l'attaque, l'offensive, le panache ne sont pas très souvent, pas jamais, hein, quand même, hein, des fois ça peut payer, mais ne sont pas très très souvent récompensés. Du coup, on se retrouve à un gros groupe de plus d'une vingtaine de coureurs avec beaucoup de jolis noms, hein, mais pas que. On se retrouve avec un gros groupe qui va aller très vraisemblablement se disputer la victoire au sprint, hein. Là, je pense on aura du mal à échapper à ce scénario. Et c'est vrai que moi, ça me dérange quand même pas des masses. Parce que Van Der Poel, au sprint, c'est 75, mais il y a aussi un petit 78 en accélération, qui fait qu'en fait, il peut prendre, bah, je dirais à peu près n'importe qui dans ce groupe-là, quoi. Surtout qu'il n'y a pas Michael Matthews. À la limite, celui dont j'aurais eu vraiment vraiment peur, c'est Michael Matthews, du coup. Vous avez vu, je me suis encore calmé là. J'étais tenté par le départ, je me suis dit non, tu attends encore un petit peu, on est un peu trop loin de l'arrivée, si c'est pour se faire cueillir ensuite, c'est pas la peine. Un seul coup, mais il faut que ce soit le bon. Et là, regardez, je lance, il y a Kvyat dans ma roue, et j'ai un doute. Je prends un tout petit peu sa roue et après je relance. Après je resprint. Et ça passe. C'est incroyable. Mathieu Van Der Poel, seul pendant de très 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 nombreux kilomètres dans le final, avec une forme du jour -1, arrive à s'imposer. Alors attention, hein, il y aura toujours le bémol de l'absence de Julien Alaphilippe, hein, parce que pas m'empêcher de penser qu'avec sa présence, ça aurait été totalement une autre course. Ouais, mais il n'était pas là. Voilà. Donc il fallait battre les autres et ça a été fait. Et du coup, on se retrouve avec un totalement improbable, inimaginable, tout ce que vous voulez, au début de saison, triplé ardennais pour Mathieu Van Der Poel. Écoutez, c'était plutôt sympa, plutôt obtenu de façon surprenante et satisfaisante, très satisfaisante. Et là, on en est à un stade où je m'autorise à avancer. Je m'autorise à avancer parce que, regardez le classement UCI, Mathieu Van Der Poel légèrement en avance. Et bien oui, à force de prendre des places sur les classiques et d'en plus là enchaîner une série de victoires, il a forcément creusé un écart assez significatif sur la concurrence et puis je le reconfigure un peu.
reconfigure. Il n'y a pas tout qui s'affiche à ce stade-là parce qu'on n'a pas reçu les invitations pour Pologne, Benelux. J'ai aussi candidaté pour Hambourg, j'ai aussi candidaté pour Plouay, pour les Canadiennes aussi, et parce que j'avais fixé un troisième objectif sur l'année à Vanderpool, qui était le championnat du monde. Donc en cohérence avec ça, et puis j'ai aussi posé une invite pour le Tour de Lombardie, parce que dans l'absolu, c'est une porte que je voulais pas fermer, mais voilà, on va pas le jouer, hein. Je fais pas de faux suspense sur la question. On va pas le jouer le Tour de Lombardie parce que ça nous emmènerait un petit peu sur un épisode d'1h30 s'il fallait jouer tout ce qui était jouable et gagnable. Là, j'ai essentiellement terminé de jouer à l'exception d'un truc que vous allez voir juste après. J'ai essentiellement terminé et on va essayer maintenant d'avancer pour écoutez, voir ce qu'il nous donne, hein, le sponsor. Hein. Il faut voir maintenant ce qu'il donne parce que nos résultats ils sont tellement déments que je n'imagine pas ne pas être au max de ce qu'il peut donner. Et c'est vrai que c'est un peu angoissant parce qu'il y a un max qui est annoncé à 400 000, mais le max, c'est pas 400 000 en fait, si on y réfléchit un poil. C'est plutôt ce qui s'affiche dans la fenêtre en bas à droite là. C'est dans les 240 quoi, 240 000. Je pense que le 400 000, je remercie Magda Bilarcher. On a eu un échange à ce sujet-là. Le max absolu, c'est 400 000, mais le max sur l'année qui suit, c'est pas 400 000. On peut prévoir plutôt une évolution progressive sur plusieurs années pour, à un moment donné, arriver à 400 000. Et du coup, le max auquel on peut postuler, ce serait davantage 240, quoi. Et avec 240, plus la nécessité de, de re-signer Vanderpool, ce qui n'est pas une très bonne affaire. Il vaudrait mieux être dans la situation réelle euh, des contrats cyclistes cette année dans le peloton. Il vaudrait mieux être dans la situation réelle où à Vanderpool, il lui reste encore une année après celle-ci, hein, parce qu'au moins on aurait notre salaire à 90 000 qui serait encore valable une année et puis ça laisserait de la marge pour recruter, alors que là, avec les résultats juste déments qu'il a obtenus, oh là là, c'est une prolongation à la Philippe minimum. Hein. Je crains de devoir aller jusqu'à 150 000 ou quelque chose comme ça, et ça pourrait peut-être compliquer nos affaires, hein, pour le moins. Donc, petit tour de Belgique, parce que j'ai vu que ça partait en sucette au niveau des objectifs. Limbourg n'a pas été rempli, le Tour de l'Ain non plus. Bon, on va un petit peu se méfier. Et j'ai voulu juste aller assurer, ça dure pas longtemps, aller assurer cette top 5 en tout cas sur le Tour de Belgique. Je crois qu'avec ce coureur-là, il y a il y a 1000 fois les moyens de réaliser ça. Le contre-la-montre, petit prologue en fait central, a vu une victoire sympathique de notre spécialiste Hansen, Lasse Norman Hansen. C'est vraiment un coureur sympa, honnêtement. À 72 là, il est vraiment cool ce gars. Je, je l'aime bien et ça aura été vraiment ouais, un équipier de choix. Parce que, outre ses capacités en contre-la-montre, Hansen, il a aussi une note en vallon et une note en pavé qui font de lui quelqu'un qui peut, comme ça, aider. Et puis, alors, a fortiori, si la forme du jour est favorable, hein, bien sûr. Mais au-delà de ça, même, bon, moyen d'aider sans problème. Et donc, c'est assez appréciable de l'avoir, je dirais même un peu découvert, parce que à part l'avoir croisé un peu dans des jeux par le passé, je vous avoue que j'avais pas des masses creusé sur le type. Hein. Donc voilà une jolie petite découverte. Une autre jolie découverte, c'est ouais le frère. Le frère, si je jouais plusieurs années, j'aurais bien envie de le développer. Il est classifié comme sprinter, David Van Der Poel.
faut voir ce qu'on peut en faire en fait. Est-ce qu'on peut en faire vraiment un sprinter, peut-être plutôt un poisson pilote, je me disais. En tout cas, à chaque fois qu'il a été en protection de son frère Mathieu sur les dernières classiques, et pas n'importe lesquelles, hein, pas les petites classiques 1-1, hein, il était plutôt sur de la classique plutôt intéressante, eh ben il a été vachement méritant. Bon, pour ses faibles notes, c'était vraiment sympa. Et donc vous avez vu, Mathieu Van Der Poel prend le classement général à la 4e étape et va concrétiser tout ça. Il était sous la menace de Pasqualone, le sprinter italien. Et bon, il a fallu aller régler un peu les choses à l'étape 5 pour couper court à tout suspense. Donc victoire sur le Tour de Belgique de Mathieu Van Der Poel qui chope 2 étapes. Après, vous voyez, il n'y a plus d'objectif. Hein. Il n'y a plus d'objectif d'ici au 31 juillet. J'ai donc simulé et j'ai été voir 2 options. 2 options qu'on va essayer de pousser jusqu'à leur issue, hein, ça va être le cas. Que faire pour amener l'équipe en World Tour cette année? On va voir que c'est pas simple. C'est plus que pas simple, c'est carrément compliqué. Pour moi, il y a une première option déjà, c'est d'oser lâcher la blinde sur Mathieu Van Der Poel et donc lui donner un salaire qui fasse en sorte que cet immense talent soit d'accord de prolonger chez nous. Et vous allez voir que c'est pas chose facile. Il y a peu d'écart entre les budgets proposés par les différents sponsors. On a bien compris qu'on plafonne autour des 240 000. Et dès lors, vous allez voir que la marge de manœuvre, elle est absolument infime. Infime. Je fais des petits tests par-ci par-là. Un Oliver Nassen demande finalement trop d'argent. On voit qu'à 69 000, ça ne passe pas. Il aurait fallu peut-être aller à 72, à mon avis. 72, ça devait passer. Un Mathieu Van Der Poel va donc, c'est l'option choisie, hein, va donc être, je dirais, re-signé. Mais alors, attention les yeux. Attention les yeux. Hein, parce que à 115, ça va pas. Je rappelle, il était à 90. Hein. À 130, c'est à peine mieux. Bon, j'ai compris. J'ai compris le message. C'est même pas 150 qu'il va falloir envoyer. C'est 175, quoi. En fait, vous savez qu'on est à l'aveugle, hein, on sait pas, hein. Donc, 175, allez, bam, c'est réglé. Après, attention, hein, il les mérite, hein. Il les mérite. Si vous filez 175 à Sagan, vous pouvez filer 175 dans cette partie-là avec les résultats de 2019. Vous pouvez filer cet argent-là à Van Der Poel. Il a tout gagné. Ou pas tout gagné, mais en tout cas, il a survolé toute la concurrence en n'ayant pas de coéquipier. Ou presque. Bref, dans le cadre de cette option Mathieu Van Der Poel avec la blinde, j'explore 2 pistes complémentaires. La première, c'est un Flandrien. Un Mads Pedersen me semblerait être quelqu'un qui pourrait un peu aider dans des moments clés Van Der Poel pour essayer de lui faciliter les choses. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour d'autres contrats. Donc, en gros, je peux avoir un coureur à 20-25 000. Voilà, c'est tout ce que je peux avoir. On a aussi une autre piste, c'est Jasper Philipsen, le sprinter belge. Celui-là, évidemment, ce serait dans l'optique, là encore, de soulager Van Der Poel, c'est-à-dire, au final, d'essayer de gagner des objectifs sponsors avec Philipsen. On sait que Philipsen, il est très jeune, il a 21 ans, donc gros espoir. Ça peut être une super association de leaders qui se marchent pas sur les pieds, alors que ce qui me chagrinait avec l'ami Pedersen, c'était qu'il y avait possibilité de conflit. Donc on voit que là, on n'est pas trop mal évalué. Et alors le problème majeur, c'est que pour compléter tout ça, il n'y a plus d'argent. Mais quand je dis qu'il n'y a plus d'argent, euh, on peut rajouter 1 ou 2 coureurs au minimum salarial, mais on peut pas en rajouter plus. C'est-à-dire que,
peux même pas aller chercher des types que vous allez payer tous au minimum 2005. C'est même pas envisageable. C'est ça qui est terrible en fait. Du coup, ça rend les choses supra compliquées et voire même, allez, j'ose le dire, j'anticipe de quelques secondes, impossible pour cette année. On va le voir. Euh, dans un premier temps, on était bien évalué. On était dans les 18. Ok. Mais assez rapidement, on va glisser. Bah oui, c'est au fil du recrutement des autres équipes. On va glisser, glisser, glisser et finalement ne jamais franchir le seuil des 18 premiers. En fait, on va se retrouver 19e. Donc à une place près, le World Tour, c'est non. Et ça, c'est évidemment à mettre sur le compte de ce choix où on envoie tout ce qu'on peut pour qu'il reste à Mathieu Van Der Poel. Après, autre choix, hein, je vous ai mis le jeune français Pierre Latour, hein, qu'on apprécie énormément. Pierre Latour, pour symboliser quoi? Pour symboliser une deuxième piste qui serait celle, alors qu'on voit qu'on est 27e avant le moindre recrutement, hein, c'est à noter. Je vire le staff, je l'avais aussi fait dans l'autre cas, hein, bien sûr. Les médecins, on peut pas les licencier, c'est bien dommage. Même quand il n'y a pas de course en train de se passer, on nous signale qu'ils sont en course. Donc bref, voilà, on a compris. Et puis je me suis refusé à éditer quoi que ce soit, hein, qu'on soit clair. Hein. Parce que si on édite, on peut le faire en une saison, les doigts dans le nez, hein, d'accord? Donc, Pierre Latour. Première pierre à l'édifice, Pierre Latour. Ensuite, je vais aller chercher un Valentin Madouas. Là encore, salaire dans les 20 000, en se disant qu'on va essayer de faire quoi? D'agglomérer des talents. Alors là, j'ai pris des talents français pour pouvoir balayer à peu près toutes les époques du calendrier à 5 ou 6 mecs. Florian Sénéchal va être notre leader absolu sur classique flandrienne. Voilà, ça c'est beaucoup d'argent. Hein. On est dans les 40 000. Hein. Pour que Florian Sénéchal ait vraiment des arguments à opposer, je lui adjoins un Dylan Teuns. Je me dis que l'alliance plutôt Teuns-Sénéchal, ça peut faire mal. Ok. Et puis il nous faut aussi un sprinter, même si d'autres gens peuvent aider ce sprinter, hein, mais il nous faut un sprinter. J'ai choisi évidemment Christophe Laporte. Ok. Donc tout ça est assez prometteur, hein, faut être honnête. On a ici 5 coureurs qui sont amenés à progresser assez considérablement. Ça bouffe pas encore toute la masse salariale, mais presque. Donc je vais aller compléter ça. Je me dis que Latour, il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider en montagne. Donc qui est-ce qu'on va aller chercher pour aider Pierre Latour sur étape de montagne? Ça c'est donc dans l'hypothèse où... Parce que là, ça fait quand même déjà une très bonne équipe en fait. Hein. L'équipe, elle est très bonne à jouer. Hein. Guillaume Martin va venir apporter son aide. Hein, Guillaume Martin qui aide Pierre Latour, moi ça me plaît vachement. On avait vu l'alliance Teuns-Sénéchal sur Flandrienne, on a Madouas qui a son mot à dire, mais un peu Latour aussi, hein, sur Ardennaise. On balaye mine de rien, on peut balayer, on a aussi notre sprinter, et puis je vais reprendre notre sprinter Laporte. Et puis du coup je me dis, tiens, il reste un peu moins de 10 000, 10 000 à peu près, on va se prendre un poisson pilote. On va se prendre un poisson pilote, sachant que dans l'effectif, là, des mecs encore présents sous contrat, il y a encore 2-3 gars qui ont 70 en sprint, donc ou 69. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent aider à amener hein, également. Bon, ok. Donc, évidemment, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que ça donne ce montage-là, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, ce qu'il donne, c'est suspense, roulement de tambour. Ce qu'il donne, ce montage-là, eh bien, c'est le même résultat que le montage précédent. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ces deux projets qui ont quand même un peu absolument rien à voir. Parce que dans un cas, vous misez sur un coureur et demi, on va dire, un ou deux coureurs,
Dans l'autre, vous pouvez être compétitif partout, accrocher des places un peu partout. Ah, on voit qu'à un moment donné où on bascule en 19e place, avec espoir de budget suivant de 290 000, avec progression des coureurs. Si ça se trouve, en gardant quasiment la même ossature, on est en World Tour rien que sur l'évaluation des coureurs concernés, sans même dépenser beaucoup d'argent. Donc, à mon humble avis, la voie numéro 2, l'option numéro 2, elle est un petit peu préférable. En tout cas, tout dépend de ce qu'on veut en fait. Tout dépend si on veut gagner les plus grandes courses du calendrier. Et bah dans ce cas-là, il faut, faut garder Mathieu Van Der Poel et miser sur une augmentation progressive du budget pour pouvoir faire grandir l'équipe. Bon. Et puis sinon, si on veut vraiment plutôt un projet de développement et dans lequel on puisse jouer un peu dans toutes les directions, il faut clairement l'option numéro 2. Voilà. Bah, je pense qu'en fait, tout ça, c'était peut-être même la base. Il faudra voir le fonctionnement précis de PCM 2019 sur le sujet. Hein. Je m'apprête à le télécharger à l'heure où je vous parle. Ce sera peut-être la base d'un futur défi, mais qui sera peut-être davantage développé qu'en seulement 2 épisodes sur le nouvel opus du jeu. Je vous dis à très très vite. PCM 2018, c'est terminé. Bienvenue à Pro Cycling Manager 2019. À très bientôt.